nous sommes Bénédicte Talvar. et Sophie Delpierre, toutes deux mères de famille, passionnées d'éducation, épouses et mères. Ce sont les chantiers éducation qui nous ont permis de nous rencontrer il y a une vingtaine d'années. Puis, chacune de nous a eu la joie de vivre une expérience d'encadrement dans le scoutisme. Actuellement, nous sommes toutes deux membres des accueils Louis et Zélie, lieu d'écoute gratuit, bienveillant, qui est une réponse aux souffrances qui se vivent notamment dans les familles. Dans le cadre de cette association, nous formons des personnes à l'écoute intégrale. Tous ces engagements nous ont permis de nous intéresser à cette question de l'écoute que nous aborderons aujourd'hui avec vous. Alors rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'écoute? L'écoute n'est pas seulement entendre parler. C'est véritablement entrer dans une démarche de vouloir porter attention à un message, qu'il soit verbal ou non verbal. Il nous faut comprendre le message et en même temps manifester à la personne que l'on comprend ce qu'elle exprime tout en cherchant à percevoir à travers ce qu'elle nous dit les émotions ressenties et puis les intentions profondes. C'est véritablement une posture qui vise à être pleinement centrée sur la personne, qui est accueillie inconditionnellement et sans jugement, avec une attention qui est totale. On peut dire que c'est une présence réelle qui va quasiment jusqu'au point de ressentir en soi les émotions perçues par l'autre. C'est faire une place en soi à l'autre. Et dans notre monde bruyant, bouillonnant, savoir entendre un silence, c'est aussi une forme d'écoute. Il n'est pas facile de savoir accueillir le silence sans en avoir peur. Notre réflexe est de remplir cet espace qui peut être angoissant. Alors, savoir écouter, c'est savoir accueillir le silence comme les mots, en respectant le tempo de l'autre, ses besoins et sa personne tout entière. Alors, l'écoute maintenant à la lumière des tempéraments. Comment bien écouter? Après avoir réfléchi à la définition de l'écoute, nous pouvons observer que chacun de nous a une manière bien particulière d'écouter. Et nous pouvons même nous poser la question, la qualité plus ou moins optimale de notre écoute n'est-elle pas liée à notre tempérament? Y songer est important pour mieux comprendre notre fonctionnement, nous réjouir de nos qualités et peut-être envisager des ajustements quant aux limites que nous pourrions détecter. Pour mieux comprendre la façon dont nous écoutons, il faut savoir que ce sont nos dispositions naturelles, c'est-à-dire notre tempérament dominant, qui influent sur notre écoute. Chacun, en fonction de son être propre, écoute différemment. Alors réfléchissons ensemble. Il existe 4 tempéraments, à chacun correspondent des dispositions particulières, des forces et des limites. Alors d'abord, le tempérament colérique, qui correspond à la personne toujours dans l'action, qui aime mener des projets, est enthousiaste, aime faire avancer rapidement les choses. Voici ses forces. Mais dans ses faiblesses, elle a souvent tendance à décider sans délibérer, a du mal à respecter les sentiments des autres. Cette personne, pour écouter de manière plus ajustée, aura besoin de développer les vertus d'humilité et de douceur. Celles-ci la rendront plus calme et plus attentif à la personne qu'elle écoute. Deuxième tempérament, le tempérament sanguin. C'est une personne qui aime partager ses sentiments avec les autres. Elle a beaucoup d'idées, une certaine joie de vivre. Elle aime les personnes et veut les rendre heureuses. Amicale, compatissante, ses sens externes sont toujours en éveil, par exemple la vue, l'ouïe. Elle aime servir. En revanche, l'amusement peut être une part très importante de sa motivation, et donc elle peut être superficielle et instable. Pour favoriser une bonne écoute, pour être plus authentique, elle doit apprendre à regarder la réalité en face, pour être plus précise et plus fiable. Pour mieux écouter, elle doit développer endurance, fidélité et patience. Troisième tempérament, la personne flegmatique. Elle a pour force d'analyser les situations de manière dépassionnée. Elle est mesurée, elle cherche la paix. Elle sait écouter et faire preuve d'empathie. Elle est pleine de bon sens.
Elle délibère efficacement. Elle est patiente avec les gens difficiles. Une vraie qualité. Ses faiblesses sont qu'elle préfère nager dans le sens du courant en vue d'éviter les conflits. Elle doit être consciente de ses talents et ne pas avoir peur de les développer. Pour apprendre à rêver et devenir audacieuse, son écoute en sera meilleure et plus sûre. Enfin, le dernier tempérament, quatrième, la personne mélancolique, plutôt encline aux belles idées, contemplative, perfectionniste, indépendante, patiente et endurante. Elle va en revanche se laisser absorber par ses pensées et ses sentiments. Elle craint l'action en vue de son imperfection. Elle va s'inquiéter pour des choses sans importance, plutôt mauvaise équipière. Elle se sent facilement offensée. Cette personne se laisse facilement transporter par ses émotions positives, mais elle va devoir apprendre à maîtriser ses émotions négatives comme le pessimisme. Elle peut les vaincre par le réalisme. Son défi est aussi l'audace pour être davantage dans l'action. Alors cela peut nous rassurer si nous sentons que notre écoute peut progresser, être meilleure. Peut-être que nous pouvons d'abord consentir à la personne que nous sommes, au tempérament dont nous avons hérité en venant au monde. Et la note d'espérance qui peut nous animer, je peux progresser en me connaissant mieux et en développant les vertus, le courage, la prudence, la maîtrise de soi, la justice, l'humilité, la magnanimité, c'est-à-dire rêver les choses en grand. Pour forger en fait toujours plus mon caractère et devenir meilleur. Donc l'écoute est un vaste chantier que nous pouvons travailler toute notre vie. Prendre du recul pour mieux faire est magnifique. Alors, comment faire pour favoriser une bonne écoute en famille? Un prérequis indispensable, c'est qu'il faut être pleinement dans l'ici et le maintenant. C'est-à-dire, pas de téléphone, pas de distraction, pas de tâches à réaliser en même temps que l'écoute. Non, l'ici et maintenant. Il faut chasser aussi en nous toutes nos pensées, la fameuse to-do list, nos jugements. Et une fois cette hospitalité intérieure mise en place en soi, la posture de l'écoutant est essentielle, soit avec un regard, un hochement de tête ou un silence attentif pour vraiment montrer toute notre focalisation. Alors tout d'abord, l'écoute chez le tout petit, le nourrisson. C'est tout à fait possible, même si le bébé n'a pas l'usage de la parole. On voit comment chaque maman s'évertue à comprendre les besoins de son nouveau-né lorsque celui-ci pleure ou se trémousse. Par la présence et par l'observation, la maman va comprendre son bébé et ainsi être à l'écoute de ses besoins et de ce qu'il ressent. Parler à son bébé, même si celui-ci ne s'exprime pas, l'aidera euh, à verbaliser plus tard. C'est vraiment lui montrer que l'expression verbale de ce qui est ressenti, on ressent, on se ressent, pardon, on se sent rejoint et compris. Et alors, vous initiez ainsi les bases d'une écoute réciproque. Alors maintenant, l'enfant de 3 à 12 ans. L'enfant commence à maîtriser les mots à 3 ans. Il faut d'abord observer, puis au fil des ans, commencer à dialoguer, donner des consignes claires et adaptées à son âge, nous adapter en fait à la croissance de notre enfant qui, au fur et à mesure, aura besoin de se confier et se sentir écouté. C'est la tranche d'âge où il est important aussi que notre enfant sache qu'il peut tout nous dire, ses joies, ses peines, ses progrès, ses chutes. Il faut veiller à la notion de secret. On ne doit jamais garder un mauvais secret. Les parents sont présents pour être rassurants, toujours disponibles. École, collège, amis, activités, écran, lecture. Soyons à l'écoute de nos enfants, permettons un dialogue ouvert afin qu'ils osent se confier, raconter. Alors ensuite, l'écoute de nos enfants dans la période de l'adolescence. C'est un moment qui passe avant tout par la patience et l'empathie.
En laissant de l'espace à son adolescent, en lui posant des questions qui sont ouvertes, en ne le jugeant pas, il pourra dire ce qu'il souhaite sans peur et puis sans a priori. Si le jeune a eu l'habitude de s'exprimer régulièrement, notamment depuis son enfance, sur des sujets qui sont même simples, un climat de confiance a été instauré, ce qui pourra faciliter les échanges spontanés. Et même si la confiance a été établie, nous savons bien que les adolescents peuvent être discrets ou vouloir garder pour eux un certain jardin secret. Il est cependant important qu'ils sachent que nous sommes capables de tout lâcher, de nos obligations, de nos préoccupations, pour les rejoindre dans celles qui sont les leurs. Nous leur montrons que nous sommes ouverts au dialogue plutôt que de chercher à avoir raison. C'est la période où les prises de décision ne sont pas faciles, où les avis se forgent. Et comme parents, nous avons la tendance naturelle à vouloir donner les solutions, à imposer nos réponses et donner notre avis. Avis d'ailleurs que nos adolescents ne nous demandent pas toujours, puisque bien souvent, ils le connaissent déjà. En tout cas, la véritable écoute doit permettre à notre jeune de rentrer dans un raisonnement, une démarche intérieure, un cheminement qui lui est propre. Rester calme et exprimer son point de vue avec délicatesse va inciter votre enfant à revenir vers vous, alors que des cris et des remarques empêcheront le climat paisible qui est indispensable. Alors maintenant, le jeune adulte, eh bien, c'est l'étudiant, le jeune professionnel, le professionnel, ben, ce sont nos enfants de 18 à 30 ans. À ces âges, il nous faut être plus que jamais disponibles et saisir les occasions quand nos enfants veulent se confier. Essayer, dans la mesure du possible, de ne pas projeter nos a priori, effectivement, sur leur existence, même s'il est légitime et normal que nous nous questionnions, inquiétions de ce qu'ils vivent. Il est important de toujours les aimer, de leur laisser la porte ouverte. Entre études et début de vie professionnelle, ils peuvent avoir besoin de nous. Les encourager, les admirer pour toutes leurs qualités, les réconforter quand cela est nécessaire, les questionner pour les aider. Pour cela, il existe des techniques. Écouter et rebondir sur les informations reçues. Par exemple, quand notre jeune évoque son travail, son appartement, ses amis, ses activités. Par des questions ouvertes, l'aider à mieux préciser pour mieux l'écouter et le comprendre. L'aider à trouver en lui les ressources par notre écoute attentive. Alors, par exemple, comment le sais-tu? Quel travail? Qu'est-ce qui se passerait si tu changeais de travail, par exemple? Sinon, qu'est-ce qui t'en empêche? Ça peut être lié aux amitiés, à plein de choses. Vraiment, toujours qui, quoi? Voilà. L'idée, c'est que nos questions le guident finalement dans sa réflexion. Éventuellement reformuler. Avons-nous bien compris ce que notre enfant voulait nous dire, même si c'est un grand jeune? À ces âges, les questions ou confidences de notre enfant peuvent être plus délicates, plus profondes. La vie affective, la vocation, le travail, les amis, les activités, les choix de vie. J'apporterai ici une précision. Nos enfants célibataires sont peut-être plus touchés, car étant encore seuls, notre oreille peut être précieuse. Comme à chaque âge, nos enfants doivent savoir que notre écoute est inconditionnelle. Quel cadeau! Alors après avoir vu l'écoute des enfants, voyons l'écoute entre conjoints, qui est, semble-t-il, un véritable pilier de la relation conjugale. L'idéal serait de mettre en place des temps dédiés où l'on n'est pas interrompu ni par les enfants ni par le téléphone. Écouter son conjoint est un cadeau inestimable, d'autant qu'on sait qu'aujourd'hui, le temps vaut de l'or. Euh, Celui qui est écouté, il se sent aimé, compris, rejoint. Alors, par exemple, on peut prendre un rendez-vous hebdomadaire ou mensuel et le noter sur l'agenda, comme on noterait un rendez-vous chez le médecin. Dans une écoute mutuelle, on peut se dire,
notre plus grande joie, notre souffrance du moment, ce qui nous préoccupe, ou formuler ensemble des projets communs. Il existe aussi des petits jeux qui foisonnent sur les comptoirs avec des questions à piocher, un prétexte pour une écoute mutuelle. Des carnets de couple ont été édités pour favoriser les temps d'échange et d'écoute en couple. Il est possible également de suivre des formations telles qu'Imago, qui aident à s'approprier vraiment l'exercice d'écoute et à le mettre en pratique de façon plus fluide et plus naturelle. Comme l'écoute n'est pas une compétence innée, mais un processus, c'est important de l'expérimenter de façon régulière. Ça va ainsi s'affiner, s'aiguiser et développer et se développer au fil des années dans les tout petits moments du quotidien. Et puis, d'un point de vue plus individuel, si vous avez vous sentez des difficultés, euh, que vous semblez vous enfermer dans des croyances qui peuvent être limitantes, je vous enjoins à vous questionner sur la manière dont vous-même avez été écouté par le passé. Je vous invite à mener une sorte de travail d'introspection afin de développer un niveau de conscience avancé. La manière dont je suis à l'écoute raconte tellement de ma personne, de mon histoire. Et si l'écoute ne fait pas encore partie de vos indispensables, il est toujours le temps de s'y mettre. Les progrès et les ajustements sont toujours possibles. Alors, pourquoi écouter? Pourquoi écouter? Vraiment, l'écoute constitue un véritable pilier pour la vie de famille, dont les effets sont très nombreux. C'est, on peut dire, une sorte d'indispensable pour un quotidien apaisé et créer une ambiance voilà, harmonieuse entre chacun des membres de la famille. Une bonne écoute permet d'améliorer les relations, éviter les malentendus, aider à la résolution de conflits. Écouter, c'est créer un lien de confiance dans une sorte de réciprocité. Lorsqu'on ne se sent pas écouté, on a tendance à se replier sur soi et à accumuler du ressentiment. À l'inverse, lorsqu'on se sent écouté, cela nous aide à éviter ce renfermement et à s'ouvrir à l'autre en confiance. Et l'absence d'écoute, c'est comme ignorer l'autre. C'est finalement dire à son enfant ou à son conjoint qu'il n'est pas important, ou même pire, enfin, qu'il n'existe pas. L'écoute est donc un élément indispensable à la construction de l'identité psychique de l'enfant. Il se sent vivant, important. Et c'est finalement une manière de dire je t'aime à son enfant. Écouter, c'est aussi révéler l'autre à lui-même. La véritable écoute permet en effet de faire dire à son enfant ou à son conjoint ce qu'il ne savait pas qu'il avait à nous dire. C'est un outil puissant, vraiment puissant, pour aider son proche à cheminer intérieurement. Écoutez, ça permet aussi de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de savoir comment on fonctionne et d'avancer sur un véritable chemin de questionnement. Apprendre à s'écouter soi-même permet de comprendre ses besoins et donc d'agir de manière plus alignée avec soi-même. Nous sommes plus conscients de nos limites et finalement, par conséquence, nous nous respectons mieux. Et en améliorant la qualité de relation que nous avons avec nous-mêmes, finalement, nous améliorons aussi la qualité de relation que nous entretenons avec notre entourage. Et enfin, l'écoute permet de prendre du recul sur ses émotions ou bien alors sur les situations que l'on rencontre. En sentant les choses avec plus de distance, cela nous aide à relativiser, à replacer les événements dans leur contexte et à donner des perspectives qui sont plus larges.
Alors en fait, écouter, on peut dire que c'est porter nos enfants dans le monde. Le mot éducation vient du latin educare, élever, instruire, faire sortir, conduire. En réalité, il s'agit de porter nos enfants dans le monde pour qu'ils puissent être libres et autonomes grâce à l'éducation qu'ils auront reçue. Alors l'éducation prend toute une vie, notamment l'enfance et la jeunesse. C'est un chantier permanent pour nous les parents. Nous, parents, pour bien écouter, en réalité, nous disposons de 25 à 30 ans. Notre travail reste humble car la compréhension de la nature humaine est complexe puisque chaque être est unique. D'ailleurs, au sein de la fratrie, même si nos enfants nous ressemblent, il n'y en a pas deux identiques. Ils sont uniques. Chaque enfant à élever est un nouveau défi car une nouvelle personne. Quoi qu'il en soit, il est dans notre mission de rendre nos enfants autonomes, libres, prudents. C'est donc l'éducation équipée d'une bonne écoute qu'il est important de transmettre. Cela prend du temps, de l'énergie, demande un travail d'ajustement et de progression. En réalité, c'est un cadeau que nos enfants n'oublieront pas et qu'ils utiliseront eux-mêmes, peut-être, dans leur famille, dans leur travail, dans leurs activités, dans leurs engagements, dans leurs amitiés. C'est un vaste chantier auquel il faut s'atteler avec confiance. Peut-être aussi nourrir notre réflexion par des lectures et des conférences afin d'enrichir notre posture. L'important, c'est d'aimer et de vouloir le bien de nos proches, notre époux, nos enfants, notre famille. Alors pour vous accompagner, vous trouverez en description de cette vidéo des lieux intéressants pour vous former à l'écoute ou réfléchir à cette thématique pour votre famille. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés pour ce nouveau GPS et vous souhaitons plein d'autres GPS à venir.